mais qu'est-ce que vient faire Macron? Et j'ai expliqué de façon très simple, mais c'est quelque chose justement qui est caché par les médias mainstream. On va parler doucement. Il est allé visiter les business illégaux des Rothschild liés aux richesses minières. Vous avez entendu? Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bachelin-Sénat. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes entrepreneur, investisseur, blogueur, youtubeur, écrivain aussi. Vous vivez au Brésil depuis 2011 et vous avez écrit entre autres un livre intitulé, que l'on voit à l'écran d'ailleurs, dont le titre est Bolsonaro, mythe et mensonge, la force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d'une minorité corrompue et décadente. Alors ensemble, nous allons aborder la politique intérieure du Brésil, mais également ses relations avec l'Europe et notamment avec la France, et ça tombe plutôt bien. On parlera également de l'avenir des BRICS, surtout depuis l'arrivée de Lula au pouvoir. Alors justement, vous êtes un partisan de Bolsonaro, vous arborez fièrement un t-shirt à l'effigie de l'ancien président brésilien, votre livre à côté. Peut-on dire que Bolsonaro est au Brésil ce que Trump est aux États-Unis? Oui, tout à fait. J'invite les spectateurs à regarder aussi mon Twitter où j'ai partagé récemment les manifestations qui ont été faites, notamment en février. On a des millions et des millions de personnes derrière Bolsonaro. D'ailleurs, j'ai écrit de façon un peu amusante. Est-ce que c'est une star du foot? Qui est ce personnage? Est-ce que le Brésil a gagné une Coupe du Monde? Eh ben non, c'est Bolsonaro. Donc vous avez des millions, et ça c'est depuis des années, hein, depuis qu'il est avant déjà d'être élu la première fois. Hein, donc on a des foules et des foules qui le suivent, un peu comme les meetings de Trump. Vous savez, il faisait aussi durant le Covid même, où les gens étaient confinés, des, des manifestations à moto qui étaient un symbole très fort aussi de liberté. Vous aviez des milliers de motards qui se suivaient dans les rues avec le t-shirt du Brésil pour montrer une image au monde de liberté et pour ancrer dans nos esprits euh, nous donner de la force et du courage pour lutter contre les libertés. Donc c'est quelque chose qui a été fait et qui ne s'arrête pas aujourd'hui alors que Lula est au pouvoir. Non, le Brésilien est vraiment Bolsonaro. Hein. Quand il y a des réunions pour Lula, vous le voyez sur Internet, essayez de regarder les lives que faisait Lula, avait vraiment très peu de visualisation, avait vraiment très peu de public. Donc, je vous invite à le regarder un petit peu, faites un test maintenant, allez regarder sur YouTube combien Lula fait de visualisation et combien Bolsonaro sur sa propre chaîne fait de visualisation. Lula avait même arrêté, il faisait une live sémanale alors qu'il est une live chaque semaine, alors qu'il est président actuellement. Il a arrêté cette live parce qu'il avait peu de public. Donc, il a annoncé dans ses réseaux sociaux, on va arrêter le live de cette semaine, on n'en fera plus. Donc, voilà, il y a vraiment un soutien très fort à Bolsonaro qui est populaire et qui résonne fortement avec le peuple parce que le peuple a été emprisonné, que ce soit au niveau culturel et que ce soit au niveau politique, euh, par cette gauche qui a dominé l'idéologie politique des dernières décennies. Donc la gauche est restée au pouvoir des années et des années au Brésil. Et lorsque un premier candidat conservateur est apparu comme Bolsonaro, bien sûr, il a reçu un soutien très très fort de la population. Voilà. Alors comment on explique la victoire de Lula da Silva en 2022 aux élections présidentielles? Surtout que bah, de l'autre côté, on va dire, de l'océan Atlantique, cette victoire a été saluée par toute la presse, par exemple ici en France. Le quotidien Le Monde que vous devez connaître titrait à l'époque, je cite, l'élection de Lula au Brésil, un soulagement planétaire.
Oui, c'est triste. Il y avait aussi, par exemple, Ségolène Royal sur Twitter que j'avais épinglé, qui titrait La démocratie a gagné. Donc moi, je lui répondais en disant, bah, je fais un prix narcotrafiquant sur mon livre Bolsonaro. Avec ce code promo, vous pourrez découvrir la vérité. Les liens très forts. J'ai fait aussi une vidéo entre le parti de Lula et les narcotrafiquants. J'ai fait une vidéo sur les élections avec Radio-Québec. Donc, après le deuxième tour, hein, je vous invite à la regarder. La première fois, je l'avais diffusée sur ma chaîne YouTube. Elle avait été censurée sur ma chaîne YouTube. Et puis, je l'avais republiée après, donc comme un mois avait passé, il l'avait laissé publier à nouveau. Mais la première fois, il l'avait censurée. Donc, elle était sur Odyssée, bien évidemment. Et puis maintenant, elle est à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'expliquais avec Radio-Québec toute l'ingénierie qui avait été faite pour truquer les élections. Vous avez aussi des articles avec l'intervention de la CIA, et ça, c'est des articles récents de même Financial Times. Vous pouvez regarder Financial Times, vous regardez la CIA qui est intervenue dans les élections brésiliennes. Et nous, on détaillait en fait le premier point, si vous voulez, avant de rentrer dans les détails, c'est que le ministre du tribunal supérieur électoral a été nommé par le parti de Lula. Donc déjà, c'est un premier point qui fait que déjà, vous avez un manque de transparence, et ensuite vous avez énormément de points qui s'accumulent que j'avais relayés avec Radio-Québec, qui font que des chaînes de radio, par exemple, n'ont pas relayé dans certaines régions du Brésil les publicités électorale pour Bolsonaro, donc ça a été prouvé, il y a eu des réclamations, et donc à chaque fois on a ce tribunal supérieur électoral qui joue en faveur du parti de Lula parce qu'il a été nommé par le parti de Lula, et donc on a une intervention, une interférence de ce tribunal supérieur électoral euh, qui a euh, qui a truqué les élections, et on a une censure. On pouvait pas Est-ce dire ça justement. Voilà, moi j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube, j'étais censuré. Oui, allez-y. est-ce que c'est ce qui explique que Bolsonaro a été condamné l'année dernière, en juin 2023, par ce même tribunal supérieur électoral à une condamnation, il a été condamné à 8 ans d'inéligibilité au sein de son pays. Est-ce que c'est... En plus de ça, il y a son parti, il y a son parti qui a été condamné à 22 millions d'amendes parce que le parti a réclamé des fraudes électorales. Il a dit il y a des irrégularités. Pour revenir un peu plus loin, avant d'aborder, oui, l'inéligibilité de Bolsonaro, mais donner aussi un peu d'espoir en 2026. En fait, celui qui dirige le tribunal supérieur électoral va changer, si vous voulez. Ce sont des chaises qui sont rotatives, si vous voulez. Et donc, il va y avoir Cassio Nunes, qui a été nommé par Bolsonaro, qui va assumer la présidence du tribunal supérieur électoral. Et donc, on a une chance que le procès, en fait, soit changé et que Bolsonaro redevienne à nouveau éligible en 2026. Donc, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qui s'est passé, ils ont fait la même chose qu'aux États-Unis. Vous savez, le Capitole, ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, les merdias de grand chemin, moi je les appelle les merdias, vous savez, tous les médias corrompus qui nous ont vendu une, un coup d'État, alors que c'était pas du tout un coup d'État, alors qu'il y avait beaucoup d'infiltrés, des antifas, des black blocs, comme aux États-Unis, ici au Brésil, vous savez, ils ont cassé certains ministères de l'esplanade de Brasilia, mais ça a été montré qu'il y a eu des infiltrés, un peu comme aux États-Unis. Donc vous avez eu toute une trame comme aux États-Unis qui s'est répétée, hein, pour essayer de culpabiliser Bolsonaro, qui lui-même appelait au calme, hein, qui lui-même appelait les manifestants à se retirer. Il a été silencieux pas mal de temps, puis il a expliqué qu'il ne fallait pas casser. Et de toute façon, dans les manifestations, la droite qui manifestait déjà durant les deux tours pour demander à l'armée de vérifier les élections, parce que se comporter de façon calme et ne casser rien. Donc, vous avez, si vous voulez, des gens qui manifestaient, qui avaient des tentes, qui campaient devant les casernes militaires, qui ne cassaient rien déjà depuis des semaines et des semaines, et qui se réunissaient de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de manifestants, mais ils ne cassaient rien. Donc, c'est très bizarre cette casse qu'il y a eu. Et, euh, et donc, voilà, on a toute une trame qui a été répétée
les États-Unis. Et Oui. on rappelle que c'est des émeutes qui ont eu lieu l'année dernière, c'est ça? En janvier 2023. Et là, actuellement, Bolsonaro est visé justement par une enquête pour une tentative de coup d'État, en tout cas, une tentative de coup d'État, vous venez d'en parler. Et il est interdit, je crois, de quitter le territoire, de quitter son propre pays. On lui a Oui, retiré, on ils lui a sont confisqué son passeport. exactement, et pas seulement lui, vous savez, il y a un acharnement et une inversion que font ces, ces technocrates, hein, que ce soit du tribunal supérieur électoral ou que ce soit du suprême tribunal fédéral, qui ont été nommés par le parti de Lula, qui aussi censurent des journalistes de droite. Hein, donc il y a une vraie censure. Il y a eu un emprisonnement aussi qui avait été fait déjà par le ministre du tribunal supérieur électoral, Alexandre de Moraes, contre Daniel Silveira, qui est un député fédéral. Et Daniel Silveira avait été enfermé et est toujours à ce jour enfermé. Donc c'est très important de pouvoir le dire librement parce que dans les médias, vous n'entendez jamais cela, que le parti de Lula a enfermé un député fédéral qui normalement a la liberté de s'exprimer. Ce député fédéral a expliqué que ce directeur du tribunal supérieur électoral, Alexandre de Moraes, a travaillé pour des narcotrafiquants comme avocat, et donc il a exposé ces faits, et il a été emprisonné par une milice de ce ministre-là à cause de ça. Et encore aujourd'hui, il est enfermé. Et on a d'autres personnes qui sont enfermées ou alors qui sont parties aux États-Unis et qui ont eu aussi leur passeport de retiré, comme Paulo Figueiredo, qui a sa chaîne YouTube. On a énormément de journalistes qui se sont exilés parce qu'ils ont dénoncé cette dictature des technocrates et des ministres du tribunal supérieur électoral et du suprême tribunal fédéral qui ont été nommés par le parti de Lula. Donc ça, les médias ne vous en parlent pas. Comme ils ne vous parlent pas d'autres sujets, par exemple de l'Amazonie qui brûle plus maintenant que sous Bolsonaro. Ils vous cachent justement ces faits-là. On va en parler, Antoine, justement, de l'Amazonie. Mais pour terminer sur le sujet de Bolsonaro, actuellement, dans quel état d'esprit pensez-vous qu'il est? On nous dit qu'il y a quelques jours, là, à la fin du mois de mars, il se serait réfugié, enfin, il s'est réfugié, parce que ça a été confirmé auprès de l'ambassade de Hongrie au Brésil, pour tenter de s'échapper du pays. Est-ce que vous, d'après les Non, informations que vous auriez, est-ce que vous non, ça confirmez c'est une cette fausse information? narrative, oui. Ça c'est une fausse narrative et un acharnement qui, depuis qu'il est au gouvernement, a subi par les médias mainstream. Donc, il a de très bonnes relations avec Viktor Orban, bien Mhm, sûr, et il discute avec lui comme il discute avec d'autres chefs politiques. Il est allé aussi, par exemple, à l'investiture de Milei. mhm. Donc voilà, il a le droit normalement de voyager et il n'est accusé de rien. Alors il y a un acharnement comme aux États-Unis, vous savez, ils inventent n'importe quoi contre Trump alors que Trump n'a rien à se reprocher. Ils inventent des cas ridicules, quels qu'ils ont inventé récemment contre Bolsonaro. Justement, ça a fait rigoler un petit peu nos auditeurs. Il se baladait en jet ski. Et la ministre de Lula, la ministre de l'Environnement de Lula, a ouvert une enquête en disant que Bolsonaro a embêté une baleine. Et donc, on a un procès véridique qui a été ouvert pour que ça fasse les manchettes des journaux. Hein, et quelques jours après, bien évidemment, ça tombe. La police fédérale n'a même pas voulu ouvrir cette investigation parce que c'est ridicule. Mais par contre, ça a fait, comme d'habitude, les manchettes des journaux. Et donc, c'est propagé. Voilà, Bolsonaro, c'est quelqu'un qui va embêter les baleines et respecte pas l'environnement. Donc, une nouvelle narrative qui a été créée, ridicule, alors que c'est faux. La même chose là pour cette ambassade. Eh ben oui, il va dans une ambassade visiter, discuter, se réunir au niveau international, justement pour dénoncer la dictature qu'il subit, pour dénoncer la censure qu'il subit aujourd'hui, alors que lui n'a jamais censuré aucun média. Bien sûr, il a fait baisser les subventions contre les médias mainstream, il a fait baisser les subventions, et c'est justement ce qui a fait aussi qu'il a connu les foudres de ces médias parce qu'il a fait baisser leurs subventions.
Mais aujourd'hui, ces subventions sont revenues. Donc, Lula a donné, par exemple, avec la loi Rouanet, à nouveau des milliards et des milliards pour des artistes corrompus. Donc, oui, Bolsonaro a toujours été, si vous voulez, attaqué par ces merdias mainstream qui inventent comme ils inventent pour Trump. Donc, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon livre. Dans mon livre, j'ai différents chapitres en expliquant que Bolsonaro n'est pas homophobe, Bolsonaro n'est pas génocidaire, J'allais Bolsonaro vous n'est poser pas la question. nazi. Donc, à chaque fois, je démonte tout ce qui a été inventé par ces merdias mensongers et qui tombent parce qu'il n'a pas de fondement. Ça n'a aucun fondement. Alors, rappelons que Lula da Silva avait également été condamné en 2018 à 12 ans de prison, lui, dans le scandale de Petrobras, pour corruption et blanchiment d'argent. Cette condamnation a été annulée en 2021, ce qui lui a permis de se présenter aux élections présidentielles et d'être élu. Alors, depuis l'élection de Lula, quelle est la situation économique du pays? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors c'est Lava Jato, c'est pas Petrobras, mais Petrobras aussi avait des affaires de corruption. Il y a tellement d'affaires de corruption. Vous savez, il y a aussi de la corruption de la Banque nationale du développement économique et social, qui est normalement réservée pour le développement d'infrastructures au Brésil. Et lui, il a envoyé ces fonds-là au Mozambique, au Cabo Verde, à Cuba, au Venezuela, par exemple. Le métro de Caracas a été construit avec l'argent des Brésiliens qui ne sera pas remboursé. Donc, on a énormément de projets d'hydroélectrique dans d'autres pays qui ont été faits avec l'argent de la Banque nationale du développement économique et social brésilienne que Lula a donné à ses amis, avec des rétrocommissions bien évidemment. Donc on a accumulé avec ces constructions d'hydroélectriques pour des milliards, on arrive à plus que des milliards au final, à des trillions qui ont été détournés par le parti de Lula, donc Dilma, qui l'a mis à sa place aussi comme ministre. Lula a déjà été président déjà 2 fois avant, donc là, sa 3e fois. Et son parti a été au pouvoir durant des décennies avec des cas de corruption. À l'époque de Dilma, Dilma a connu un impeachment. Il y avait chaque semaine, un nouveau cas de corruption. Donc, on a des cas de corruption extraordinaires qui sont exposés. Donc c'est terrible. Et donc, il a nommé les ministres du suprême tribunal fédéral et il a bénéficié, si vous voulez, d'un petit tour de passe-passe. Ces ministres du tribunal supérieur fédéral ont déclaré qu'ils devaient être jugés dans une autre juridiction, donc ils l'ont relaxé. Si vous voulez, dans tous les pays, vous avez un peu comme Juppé, si vous voulez, en France, qui se retrouve après ensuite un nouveau gouvernement, alors que sa corruption a été prouvée. Voilà, on sait comment ces corrompus fonctionnent. C'est terrible hein, que Lula soit revenu au pouvoir. Hein. Donc il faut vraiment expliquer que c'est un corrompu et il faut détailler. C'est ce que je fais dans mon livre. C'est ce que j'explique. Que c'est terrible. Ces liens en plus avec les narcotrafiquants sont prouvés alors qu'on avait des records, par exemple, d'appréhension de drogue sous Bolsonaro. C'est terrible. Et actuellement, sous Lula aussi, on a eu justement une des personnes qui a fait les records d'appréhension de drogue, qui maintenant est emprisonnée avec les narcotrafiquants, qui est emprisonné, que Lula a emprisonné, alors que il y avait des records d'appréhension de drogue. Ben non, cette personne qui a fait ces records d'appréhension de drogue sous Bolsonaro est maintenant emprisonnée avec des narcotrafiquants dans la prison. Par Lula, donc c'est terrible, c'est terrible. Vous avez aussi des personnes qui ont manifesté, donc l'année dernière, on a eu l'événement ici au Brésil, un peu comme l'événement sous Trump. On a des personnes qui ont pris 12 ans de prison, 12 ans de prison pour seulement manifester, alors qu'on a des narcotrafiquants qui en 24 heures ont été libérés sous Lula. Donc on a, en plus de une persécution contre Bolsonaro, une persécution contre tous ses followers, si vous voulez, tous ces sympathisants, avec une censure des médias mainstream et une persécution qui est faite, voilà. Et au niveau économique, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle du pays? Alors, à la fin de l'année 2021, le taux de chômage était de plus de 14%.
Et en juin 2022, un rapport du réseau brésilien de recherche sur la souveraineté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle montrait que plus de 33 millions de Brésiliens souffraient de la faim. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors je vais juste chercher justement un article que j'avais partagé avec La Vérité Libérée, où justement j'expliquais les résultats économiques de Bolsonaro pour montrer justement comment sous Bolsonaro on avait une baisse de l'extrême pauvreté, hein, alors qu'elle augmentait partout dans le monde. Donc déjà ce premier point, expliqué au niveau économique aussi sous les derniers mois, et c'était d'ailleurs salué même par Bloomberg d'ailleurs, qui disait que le Brésil montre aux autres pays comment sortir de l'inflation. Donc un article de David Flicking, hein, on n'a pas l'habitude que ce soit des pays d'Amérique latine qui disent comment sortir de l'inflation. On avait véritablement une déflation qui était observée pour le Brésil dans les derniers mois de gestion de Bolsonaro. Donc ça, c'est des points très importants. Alors je vais retrouver l'article, si vous me permettez, Bien juste sûr, bien sûr. en 2 petites minutes ici, comme ça euh, on pourra détailler ici. On avait des points aussi, par exemple, un autre point aussi que je peux relayer, par exemple, le Brésil qui réduisait le coût de transport par rapport aux États-Unis avec les améliorations des infrastructures de transport qui n'avaient jamais été faites au Brésil. Ça, c'est des points aussi qui étaient promis par le parti de Lula depuis des années et qui n'avaient jamais été faites. Donc, sur ce point-là aussi, c'est très intéressant. Alors, je vais juste retrouver l'article, excusez-moi, parce Je qu'il est vous un en petit prie. peu... Ah, voilà, je l'ai trouvé ici. Je vais juste cliquer en même temps. Alors, voilà. Alors voilà, on a énormément d'améliorations qui ont été faites sous Bolsonaro, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau environnemental. Pour revenir aussi d'abord, j'avais expliqué la corruption de Lula avec, par exemple, une hydroélectrique en Équateur. Alors si on reprend tout ce qu'il a construit avec l'argent des Brésiliens dans d'autres pays, le port, par exemple le port de Mariel à Cuba, une hydroélectrique en Équateur, une hydroélectrique à Pérou, le métro de Panama à Caracas, comme je vous expliquais, une autoroute au Panama, un aqueduc en Argentine, les lignes 3 et 4 du métro d'Argentine, le barrage de Moamba au Mozambique, l'aéroport de Nacala au Mozambique, une autoroute en Mozambique à Naputo, une hydroélectrique de Tumarine au Nicaragua, un, un autre C'est projet généreux de sa part. hydroélectrique. C'est généreux de sa Voilà, part. Il est généreux. Il aide ses enfin, d'autres pays. alors que le nord du pays souffrait de soif et de faim, et alors Oui. que Lula aussi s'est vanté récemment dans une vidéo d'inventer des chiffres. Alors il allait dans d'autres pays, quand il était par exemple en France, il disait qu'il inventait des chiffres. Il disait 30 millions de Brésiliens souffrent de faim, et à la fin on lui disait mais tu peux jamais dire ça, que c'est 30 millions. Si c'était 30 millions, on pourrait pas marcher dans les rues. Qu'est-ce que tu racontes? Et il rigolait de ça, et justement on a une dernière vidéo actuellement sur YouTube qu'il faut montrer. Vous pouvez rechercher une dernière vidéo de Lula où il disait qu'il inventait des chiffres sur la pauvreté au Brésil. Donc Mais moi, j'ai retrouvé un rapport, je vous ai dit un rapport sur le réseau brésilien qui montre que plus de 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim. Et ça date de juin 2022. Pour vous, c'est faux? Ces chiffres sont faux? euh, ces chiffres sont totalement erronés. Alors vous montrerez après l'étude, vous me donnerez les sources, je vous montrerai après. C'est vraiment ridicule, hein. Il y a une. Alors je vais justement vous montrer. Alors voilà, la dernière année de Bolsonaro, on a, ça pourrait être montré. Ces 12 derniers mois, donc ça c'était la dernière année de Bolsonaro au pouvoir. Le Brésil a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne réunis en les 12 derniers mois. Donc j'explique la croissance du PIB aussi dans les derniers mois de présidence de Bolsonaro a été supérieure à celle de la Chine. Donc vous pouvez chercher l'article, hein, vous avez un article de Bloomberg de David Flickling que je Mhm, relais sur mon site. mhm. Et donc voilà, c'est le Brésil montre aux autres pays comment sortir de l'inflation. On a des entreprises d'État aussi comme
c'est Correio. Correio, c'est comme la Poste, si vous voulez, au Brésil. Il y a Petrobras qui, sous Lula, avait des pertes de centaines de milliards. Et ben, ils ont connu, sous la gestion Bolsonaro, des bénéfices de centaines de milliards. Donc voilà, on a le Brésil qui est devenu le premier pays digital des Amériques devant les États-Unis et le Canada, avec énormément de services qui sont devenus digitaux, et l'extrême pauvreté qui augmentait partout dans le monde, qui a baissé au Brésil, une baisse de 22% de l'extrême pauvreté entre 2019 et 2022, alors qu'elle augmentait de 8,6 jusqu'à 9,9 dans le monde à la même période entre 2019 et 2022. Donc voilà, avec des aides qui ont été proposées durant ce que j'appelle la fraudémie, énormément de points qu'on peut aborder. Lui, il a mis à zéro les impôts fédéraux sur l'essence, l'éthanol, le diesel, alors que les députés et sénateurs du parti de Lula n'ont pas voté pour les baisser. Ils Mais se sont même opposés. est-ce qu'on peut Ouais. dire que cette disparité que nous, on a toujours entendue entre le nord et le sud en disant que les régions nord-est et nord abritent les populations les plus pauvres, et d'ailleurs c'est, je pense, où se trouvent toutes les favelas, voilà tout ce qu'on voit, les images à la télé où on entend, et puis le sud, les régions du sud, du sud-est et du sud, abrite les populations les plus riches. Est-ce que ça, c'est toujours... c'est vrai qu'il y a cette fracture-là au Brésil où, Alors au niveau économique, oui, le sud-est est le plus riche. Maintenant, les favelas, il y en a partout. Il y en a aussi à Sao Paulo, à Rio. Mais justement, l'accès à l'égout, c'est quelque chose qui a été fait. Donc ce qu'on appelle le Marco do Saneamento, c'est quelque chose qui a été voté ici par et impulsé par le gouvernement de Bolsonaro, alors que les partis de gauche se sont opposés à ça, l'accès à l'égout. Bolsonaro a fait énormément du social. Moi, sur un point, justement, au nord du Brésil, avant, les habitants étaient obligés d'acheter de l'eau de camions citernes qui appartenaient à des mafias de gauche du parti de Lula. Bolsonaro a construit des viaducs, mais actuellement, Lula a fait fermer à nouveau ces viaducs, vous imaginez, pour que les camions citernes reviennent à nouveau, et donc ils surfacturent et ils ne veulent pas justement l'accès à l'égout pour les favelas. Et c'est justement pour vous montrer que c'est Bolsonaro qui a toujours été de centre, qui fait du social, alors qu'il est rotulé comme quelqu'un d'extrême droite. Ils utilisent toujours les mêmes adjectifs, vous savez, adjectifs qui ne servent à rien, qui ne servent seulement à à ce que les moutons ne cherchent pas plus loin. En fait, voilà, ils entendent extrême droite, ils se disent, voilà, c'est un vilain, alors que pas du tout. Je viens de vous montrer qu'il fait du social, qu'il a construit justement des viaducs pour aider. Et il les a justement conquis comme ça, si vous voulez, par l'économique. C'est le nerf de la guerre. Il a justement conquis les électeurs pauvres du nord-est, du nord du Brésil, justement, avec ces politiques d'accès à l'égout, ces politiques de construction de viaducs, ce développement d'infrastructures énorme qui a été fait par le ministre des Infrastructures, Tarcísio, qui maintenant est devenu gouverneur de Sao Paulo aussi. Et aussi au niveau agro, on a des crédits à l'investissement qui ont été faits par Bolsonaro, des records de production de soja. Donc on a un développement aussi, un boom économique qui a été fait avec des records de production de soja qui ont propulsé l'économie brésilienne. Alors évoquons maintenant Alors que la France est en faillite, vous voyez un petit peu la différence de couverture médiatique des médias mainstream. justement, on va parler de la France et on va aborder la visite du chef d'État français Emmanuel Macron au Brésil. C'est après un passage en Guyane française. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron fait le déplacement au Brésil. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Au-delà de toute la polémique autour du mariage entre les deux présidents, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rendez-vous entre les deux chefs d'État? Alors, on m'a demandé pas mal sur Twitter, mais qu'est-ce que vient faire Macron? Et j'ai expliqué de façon très simple, mais c'est quelque chose justement qui est caché par les médias mainstream. On va parler doucement. Il est allé visiter les business illégaux des Rothschild liés aux richesses minières. Vous avez entendu? Oui, oui, mais vous en avez fait un article justement sur votre blog où vous en parlez euh, avant d'évoquer votre article et avant d'évoquer les véritables en fait dessous de cette rencontre. Il y a un accord. Alors ça c'est
officiellement, il y a un accord commun qui a été scellé entre les deux pays, notamment sur les questions environnementales et climatiques. Mais de toute manière, c'est lié, hein, ce que vous allez nous dire juste après. Et on peut citer donc la préservation de la forêt amazonienne. Il y a aussi quelque chose que je voulais évoquer avec vous, c'est mais je sais que vous allez Bon rebondir dire. sur mais exactement. Je voulais évoquer avec vous la rencontre avec le cacique Raoni. Alors on le connaît parce que effectivement il est venu. Alors c'est l'un des grands chefs du peuple Kayapo et icône de C'est la l'un des plus défense. corrompus, ouais. C'est l'un des plus corrompus, ouais. Mais On va l'expliquer. vous allez nous le dire, vous allez nous le dire. Il est icône de la défense de l'Amazonie. Je vais vous laisser répondre. Il a l'habitude de venir en France. Effectivement, là, son visage, en fait, nous est familier. Il a reçu la Légion d'honneur de la part d'Emmanuel Macron, qui le lui a remise. Alors, qu'est-ce que Il faudrait faire c'est un classement combien de légions d'honneur ont été remises à des corrompus par Macron. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. Et pas que Macron. On va Ouais. englober toutes les légions d'honneur. On en avait fait un article sur le Média Enquête 4.2. Ah, super. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de tout ça en fait, de toute vous Un parlez autre de mise point en aussi, scène. ouais. Un Oui, autre dites-moi. point aussi, entendez-vous les progressistes réclamer de Lula le corrompu de la hausse de 286% des incendies d'Amazonie en février 2024? Non? Non, non, ça n'a même pas Alors tous été les évoqué. artistes, Oui, ça n'a même pas été évoqué. bien évidemment, tous les artistes corrompus, comme artistes, non seulement artistes, mais aussi célébrités. Par exemple, vous avez Leonardo DiCaprio qui euh, était très vocal contre Bolsonaro auparavant et aujourd'hui muet, alors que en février 2024, vous avez une hausse de 286% des incendies d'Amazonie. Donc, moi, j'explique aussi que la déforestation a Mhm. baissé sous Bolsonaro. Donc, je vous invite aussi à regarder cet article-là que j'avais publié sur La Vérité libérée. Donc, on va revenir sur la rencontre de Macron et de Mhm. Bolsonaro. Je vous explique que non, pas Macron et Bolsonaro, Macron et Lula. Macron et Lula. Mhm. Bolsonaro, au contraire, il avait même blagué sur Jean-Michel une fois, donc il est au courant aussi de certaines choses avec Trump, voilà, à part faite. Euh, Lula s'est rencontré avec Macron et moi depuis des années, c'est relayé pas seulement par moi, hein, c'est relayé par énormément de monde, énormément de journalistes qui font leurs recherches, que les Rothschild, mais auparavant aussi les Rockefeller. On a aussi, alors moi j'ai un livre qui va sortir en 2025 qui s'appelle De qui protéger l'Amazonie? De qui protéger l'Amazonie? C'est le point le plus important parce qu'on a une loi qui a été faite par Fernando Henrique Cardoso, qui est un des pères du socialisme brésilien et qui a en fait fait une loi pour protéger et empêcher la police fédérale et l'armée de faire des enquêtes dans certaines zones qui sont soi-disant des zones indigènes, alors que ce sont des zones où les richesses minières sont les plus élevées, avec des réserves, pas seulement de niobium, donc je Mhm. l'expliquais dans une vidéo Mhm. ce que c'est, Mhm. ça sert pour énormément de domaines. On a aussi des diamants, on a des réserves de pétrole, on D'or, a de mhm. l'or, Du gaz. donc oui, du gaz, énormément de richesses minières. Et cette loi, c'est très important de l'exposer, cette loi de FHC, donc on l'appelle FHC, c'est Fernando Henrique Cardoso, c'est un ancien président du Brésil. Cette loi que lui a mise en place, c'est une loi qui empêche la police fédérale et l'armée de mener des enquêtes dans ces zones-là. Ce sont des zones qui sont devenues protégées, mais ce ne sont pas des zones qui sont protégées pour protéger les indigènes. Et c'est là où les médias mainstream vous mentent. Ce sont des zones qui sont créées pour protéger les business illégaux d'extraction d'or, de diamants. Et là-dessus,
beaucoup de personnes se sont insurgées. On a des généraux qui ont fait des enquêtes. On a aussi des sénateurs comme Eduardo Magalhães, par exemple, qui s'est opposé à la vente d'une minière dans la région de Raposa do Sol qui a été vendue au Rothschild. Et lui, il a été empoisonné, il est mort. Donc, on a des investigations, des recherches qui doivent être menées parce que les médias mainstream maintiennent un silence total sur ces zones-là. Et on a des rapports qui ont montré que dans certaines zones, des Indiens ont même été ramenés du Paraguay. On a des Indiens qui ont été déplacés de certaines régions vers d'autres régions et qu'ils n'étaient même pas, si vous voulez, originels, ils n'avaient pas leur ancêtre qui venait de cette région, mais qui venait d'une autre, et ils ont été déplacés d'une région vers une autre par cette loi de démarcation de ce président FHC, en leur disant, voilà, à partir de maintenant, cette zone-là est à vous. Et donc, certains chefs comme celui que vous avez mentionné, qui est extrêmement corrompu, reçoivent des pots de vin qui ont été prouvés, et des centaines et des centaines de milliers d'ONG, ce sont même pas des milliers, ce sont des centaines de milliers d'ONG qui ont été créées au fil des années depuis cette loi de FHC pour qu'il y ait un blanchiment d'argent qui se fasse entre des multinationales et des entreprises illégales, principalement des Rockefeller, des Rothschild, mais on a d'autres organisations aussi chinoises qui sont très présentes et qui sont protégées, qui payent des pots de vin à certains chefs de tribus, certains qui ne sont même pas indiens. Hein. On avait des manifestations récemment où ça avait été prouvé que c'était une journaliste qui était déguisée en indienne et qui avait été montrée par certains sur les réseaux sociaux. Donc on a une instrumentalisation qui a été faite et qui demande à être justement dévoilés parce que les médias mainstream ne font pas ça. Ils vous disent que c'est pour protéger les animaux, la faune et la flore, mais il y a un point très important qui n'est pas mis en avant, c'est la démarcation de ces terres. Et la démarcation de ces terres est justement faite, et ça c'est prouvé par des documents, c'est prouvé par les richesses minières, et c'est prouvé par les Indiens qui n'appartiennent pas à certaines régions, mais qui ont été déplacés. Et donc, on a cette démarcation des terres qui a été faite au profit des entreprises qui extraient les richesses minières, si vous voulez. Donc, on a un mensonge, énormément de mensonges qui ont été propagés par les médias mainstream. Et depuis des années, on a l'extraction, par exemple, de bois aussi qui est faite par des entreprises illégales qui financent la campagne de Macron. Donc, on retrouve, si vous voulez, cette élite qui finance Macron, qui finance aussi Lula. On sait que Soros, via ses ONG aussi, est intervenu énormément au Brésil, est intervenu aussi dans les élections brésiliennes. Donc c'est quelque chose à dénoncer. Donc voilà, moi j'ai un livre qui va sortir en 2027 qui s'appelle De qui protéger l'Amazonie, qui justement est une enquête qui expose aussi avec des témoignages de certains généraux qui sont entrés dans ces régions-là dans lesquelles l'armée ne devait pas entrer, et qui se sont trouvés en tête à tête avec des mercenaires qui défendaient des zones minières. Donc, on a ces faits-là qui sont cachés par les médias mainstream, et c'est gravissime. Et justement, moi, je publie ça sur Twitter, et c'est important. Justement, on a des gauchistes qui relaient sur Twitter comme quoi il faut protéger la faune et la flore de l'Amazonie, et ils me relaient sans le savoir, parce que bien évidemment, on veut tous protéger la faune et la flore, mais il faut exposer le fait que certaines personnes protègent les business illégaux liés aux richesses minières. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Alors justement, j'allais vous poser une question, c'est quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron à venir, à se rendre donc au Brésil? D'autant plus, alors il y a un tweet que vous avez fait donc sur X au mois de mars qui m'a mis un peu la puce à l'oreille parce qu'Emmanuel Macron, avant de venir au Brésil, est passé par la Guyane française, obligation tout de même. Et vous avez tweeté, je vous cite, « La plus grande frontière de la France n'est pas en Europe, elle est avec le Brésil.
730 km de long qui séparent le Brésil de la Guyane française. Par là, des milliers d'avions et de bateaux entrent et sortent de l'Amazonie vers l'Europe, chargés de niobium, de graphène, d'or et de diamants. Donc Oui, il est alors venu le signer niobium, des, il est venu signer des contrats. Qu'est-ce qu'est venu faire Emmanuel Macron? oui, il y a ce sera révélé justement. J'aurai justement dans mon livre qui sortira en 2025 Ah, donc un il faut nouvel qu'on attende article là-dessus. Oui, non, je vais vous donner déjà quelques pistes. quelques points et c'est dommage parce que justement Bolsonaro voulait développer le niobium. Le niobium, je vous en ai parlé. Alors Mm. le Brésil est responsable de 75% de la production mondiale de niobium. Alors le niobium, c'est utilisé pour la stabilité thermique, hein, pour la production de moteurs d'avion, la propulsion de fusées, la résonance magnétique, l'industrie nucléaire, l'électronique, l'optique, donc dans extrêmement de domaines de pointe. Le Brésil aussi, en plus d'être déjà le responsable de 75% de la production mondiale, ils ont des réserves qui sont les plus grandes du monde autour du territoire Yanomami, partagé aussi avec le Venezuela. Donc ça a été découvert récemment. Et Bolsonaro, concernant ce niobium, qui est exporté principalement en Chine, voulait que le Brésil ne soit pas seulement un exportateur brut, mais le retransforme et que cela profite à l'économie brésilienne et que l'économie brésilienne se développe plus et fasse un petit peu comme la Chine a profité des fabriques, si vous voulez, américaines qui se sont installées en Chine, que le Brésil fasse la même chose et que les usines se développent et qu'on ne vende pas le produit brut. Et donc ces projets-là étaient proposés et commençaient à se développer. Et il avait besoin d'une loi qui passe concernant la démarcation de ces territoires. Et Lula est revenu en arrière concernant ces projets-là. Et donc, on a des accords de vente de niobium qui ont été signés sous la table. Et donc, c'est principalement ça concernant une zone autour du territoire Yanomami qui est partagée aussi avec le Venezuela donc c'est une des réserves, la plus grande réserve au monde de niobium. Voilà. Mm-hmm. Un mot, Antoine, sur les BRICS qui sont devenus les BRICS plus avec l'adhésion récemment de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie et de l'Iran. 9 pays qui représentent la moitié de la population mondiale. Est-ce que l'avenir de ce groupe est fortement remis en question depuis l'arrivée de Lula da Silva au pouvoir et peut-être même après cette visite d'Emmanuel Macron? Vous avez aussi Milei qui est sorti des BRICS, hein, qui avait fait une déclaration, mais il l'utilise pour savoir quel levier il va pouvoir avoir face à Trump qui va revenir aussi, qui va faire baisser le financement, les financements d'organisations internationales. Donc, ce sont des leviers de pouvoir qui sont à être jaugés. On a Bolsonaro, bien évidemment, qui s'inscrit dans cette politique multipolaire alignée avec Poutine. Il était allé chercher des engrais, par exemple, durant le Covid. Hein, donc il y a des accords très forts qui ont été faits et bien évidemment le Brésil avec son économie très très forte est un des fers de lance des BRICS, hein, et donc oui, il y a une lutte très forte qui est mise en place, mais Lula lui est plus aligné avec ses amis de Cuba, de Venezuela, dont il a commencé à envoyer à nouveau des financements. Dans son gouvernement aussi, on a à nouveau des scandales de corruption. Déjà le premier mois de son mandat, on a une ministre du tourisme qui a été épinglée pour de la corruption. Alors que je rappelle que Bolsonaro, en 30 ans déjà, lorsqu'il était député, conseiller municipal, il n'a aucun cas de corruption. Donc c'est un point sur lequel on peut revenir aussi. Alors que Lula, on l'a évoqué, il a de la corruption plus que des milliards, des trillions. Donc il s'est réaligné aujourd'hui avec ces pays comme le Venezuela, comme Cuba, comme le Mozambique. Il a des accords très forts aussi avec des pays comme les FARC de Colombie. On a les narcotrafiquants qui le financent
depuis des années avec le Foro de São Paulo, qui est une organisation qui a été créée par Fidel Castro et lui-même. Donc Lula, avec Fidel Castro, a créé une organisation qui réunit les leaders et les narcotrafiquants, mais cette organisation est cachée par les médias mainstream et c'est cette organisation qui façonne, si vous voulez, la politique d'Amérique latine financée par les narcotrafiquants. Et ça, c'est un point aussi sur lequel les médias ne vous parlent pas, de ce foro du São Paulo, sur lequel il faut rechercher. Et donc, vous pensez que finalement, l'ascension des BRICS va être retardée par Lula? Non, si vous voulez, BRICS, si vous voulez, BRICS, c'est un mot, peut-être on est attaché, un peu comme on est attaché à d'autres organisations internationales, comme le FMI, par exemple, mais cette organisation des BRICS est destinée de toute façon, de par le poids de l'économie indienne, de par le poids de l'économie brésilienne, qui même sous Lula, l'agro-business continue de connaître des records de production de soja, des records de production de maïs. Voilà, le Brésil est le grenier du monde, si vous voulez. Donc, cela continue. Hein, c'est une perspective de long terme avec les crédits d'investissement qui ont été alloués, le développement des infrastructures qui a été créé qui a été développé énormément sous Bolsonaro. Donc, non, c'est quelque chose d'inexorable. J'avais publié aussi un article d'ailleurs de Poutine sur mon blog qui serait intéressant à retrouver. Où justement, il expliquait que, attendez, je vais le retrouver juste rapidement en 2 minutes, excusez-moi. Comme ça, il explique vraiment sa vision. Je crois que c'était au Forum économique de Saint-Pétersbourg, et c'est intéressant de voir aussi là-dessus. Et puis, si vous reprenez aussi les articles. Alors moi, j'ai relayé aussi dans mon site, bien évidemment, investirbrasil.fr, qui est un fonds de logistique brésilien, comme quoi les chiffres depuis des années au Brésil. Alors le Brésil est le premier producteur mondial de sucre, de café, de jus d'orange, de haricots, le deuxième producteur mondial de viande bovine, d'éthanol, de soja, de tabac. Le Brésil aussi, qui est un point intéressant, il a réussi sa stabilisation financière. Sous Bolsonaro, on a eu une banque centrale indépendante. On n'avait pas ça auparavant. Et Lula, aujourd'hui, il veut changer justement le directeur de la banque centrale brésilienne. Il n'y arrive pas parce que Arthur Lira, qui est celui au Congrès, si vous voulez, qui dirige, il tient bon, il ne lâche pas, il ne veut pas que Lula change le directeur de la Banque centrale indépendante et que la Banque centrale brésilienne reste indépendante. Et le directeur de la Banque centrale brésilienne a été nommé dernièrement comme le meilleur banquier central au monde. Donc, on a eu une inflation qui a été contrôlée et aussi basse que celle des pays du G10, hein, donc avec une amélioration du risque pays, du statut d'investissement. Donc on a le Brésil qui a connu un vrai changement structurel, en plus des excédents commerciaux très importants et croissants dans l'agriculture. Donc on a un excédent, par exemple pour décembre 2023, qui est plus du double que sa moyenne historique de 2015 à 2022. Donc on a le Brésil qui est vraiment dans une dynamique de croissance et sur le long terme et qui ne va pas s'arrêter. Donc, on est loin de la dette française. Vous connaissez le... Non, et c'est un tournant qui a été renforcé durant le Covid avec un changement, si vous voulez, d'infrastructure des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et donc le Brésil s'est bien positionné aussi. Et donc les BRICS sont vraiment le futur. En dehors de ce mot BRICS, vous savez, c'est plutôt de toute façon une nouvelle multipolarité qui s'est organisée. Donc si je voulais aussi reprendre l'article de Oui, mais je pense que vous voulez retrouver le discours de Vladimir Poutine, c'est ça? Oui, juste simplement quelques premières lignes d'introduction où il expliquait que de toute façon le monde, voilà, alors ça s'appelle la stratégie dynamique de planification face à des changements fondamentaux, cruciaux et inexorables. Donc c'est simplement pour rappeler ça, que ce sont des changements fondamentaux, inexorables, et donc les BRICS sont alignés là-dessus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas
passager, c'est quelque chose qui va être inscrit sur le long terme, qui va durer 15 ans, 20 ans. Et donc voilà, le leadership est vraiment assumé pour les pays du BRICS. Voilà. Un mot Pour aller sur... plus loin, donc regardez cet article, oui. Oui, 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 mais je le retrouverai, enfin, il est Non, facilement pour les spectateurs, retrouvable. oui. Oui, exactement. Un mot sur l'actualité internationale et notamment sur le conflit israélo-palestinien. Quelle est la position officielle du Brésil? Alors là-dessus, c'est un petit peu compliqué parce que on a aussi un web journal intéressant de Radio-Québec où il expliquait laisser Israël pour la fin. On a pas mal de choses aussi qui se jouent derrière le rideau dont on n'est pas au courant. Et donc là-dessus, on a beaucoup de néoconservateurs au Brésil, un peu comme aux États-Unis, vous savez, qui sont malheureusement financés par Israël. Donc Israël a infiltré, on connaît l'AIPAC aux États-Unis. Ici au Brésil, c'est moins connu, mais on a beaucoup de néoconservateurs donc qui ont des liens très forts avec Israël. Et donc du coup, mais historiquement, si vous voulez, on a Lula aussi qui finançait le Hamas historiquement, et donc ça a été prouvé. Et donc il faut faire attention aussi à pas tomber dans, si vous voulez, tout est blanc, tout est noir, parce qu'au niveau international, ici au Brésil, on est loin. Ici au Brésil, cela nous concerne bien sûr au niveau des valeurs et au niveau bien évidemment de moi personnellement, moi je m'insurge contre eux, et je l'ai fait sur Twitter, je dénonce ce que moi j'appelle comme un génocide israélien. Voilà, donc moi je le dénonce et moi là-dessus c'est ma position en tant qu'être humain et en tant que maintenant ce que je voudrais expliquer et c'est pas pour expliquer que il y a d'autres choses qui nous dépassent et qui me dépassent moi au niveau si vous voulez des leviers de pouvoir. C'est comme par exemple lorsque Javier Milei est C'est de sorti la des BRICS. géopolitique, quoi, en fait. Voilà, est sorti des BRICS. Des fois vous avez une déclaration qui est faite par exemple euh, et euh, et des fois on essaie de juger certaines personnes en disant que Trump est pro-israélien, que Lula est pro-palestinien. Alors, sur ces points-là, peut-être que je ne sais pas comment me situer. Mhm. Et Mais donc voilà, c'est quelque chose à creuser. comment on pourrait expliquer, par exemple, que Bolsonaro aurait été invité là pour le mois de mai par Netanyahou en Israël et que Ouais. c'est pour cette raison qu'il est allé à l'ambassade d'Hongrie Ce que pour essayer de j'explique, c'est récupérer son qu'il essaie, passeport. ouais, Ouais. il essaie d'utiliser un levier, si vous voulez, un levier pour lui donner un peu un peu une marge de négociation face aux médias mainstream qui à chaque fois essayent de l'attaquer. Peut-être qu'il essaie de regagner un petit peu de faveur, peut-être au niveau médiatique, au niveau des médias, ou peut-être que c'est financier, appuyé par ceux qui financent Israël. Il a la majorité en ce moment au Congrès. Les députés en faveur de Bolsonaro ont la majorité contre Lula. Ils sont pro-Bolsonaro en majorité. Donc, si vous voulez, peut-être qu'il veut profiter. On l'a vu dans les manifestations aussi, où il y avait souvent des banderoles avec Israël, donc le drapeau d'Israël aligné avec le drapeau du Brésil. Et les gens me questionnaient pourquoi les gens dans les manifestations qui sont patriotes brésiliens mettent le drapeau d'Israël. On a un jeu, moi je l'analyse comme ça, comme un jeu de communication pour que ceux qui se sont insurgés voilà, contre eux, même si pour moi c'est une opération sous faux drapeau de ce qu'il est arrivé en octobre avec les assassinats et cette répercussion qu'il a eu pour que Israël double en intensité. Donc les événements récents, voilà, on a je pense que c'est un jeu de communication. Comme vous dites, c'est un jeu. Peut-être qu'on ne sait pas réellement derrière ce qui se passe. Et donc, c'est un jeu de communication aussi pour que Lula apparaisse aux yeux de ce... Vous savez, il y a une dissonance cognitive pour que Lula apparaisse comme quelqu'un qui soutient le Hamas, euh,
qui est étiqueté comme un groupe terroriste, alors que moi, je ne pense pas. Non, moi, je pense que le Hamas, bien sûr, si on l'analyse historiquement, et ça a été prouvé par Youssef Indy, ça a été financé par Israël pour que Israël veuille augmenter Se à jamais légitime. son territoire et que Israël continue d'augmenter ses territoires en ayant des infiltrés, en ayant financé le Hamas pour dire, regardez, je suis attaqué, donc comme je suis attaqué, je vais continuer à augmenter mon territoire. Ça, c'est quelque chose qui a bien été prouvé. Mais comme les médias mainstream vous disent que le Hamas, je vais schématiser, ce sont des vilains terroristes, et ben le fait de dépeindre Lula comme soutenant le Hamas, eh bien ça le met un petit peu en porte-à-faux face à ces financeurs qui sont de l'oligarchie mondiale, ces globalistes qui pourtant soutiennent Israël. Et donc, du coup, il est discrédité. Et donc, du coup, vous avez un levier pour jouer face à ce jeu de communication. Voilà comment j'essaie de l'expliquer. Je ne sais pas D'accord. si ça fait sens. Ce qui ferait peut-être qu'en 2026, il risquerait de perdre les prochaines élections présidentielles alors. De toute façon, Lula n'est pas du tout populaire. Hein. On l'a expliqué dans ses lives et dans aussi les manifestations qu'il fait. C'est relayé sur mon Twitter. Les manifestations, par exemple, récemment, Bolsonaro était à Balneário Camboriú, qui est dans l'État de Santa Catarina. Il ne l'avait pas annoncé. Il sortait de l'aéroport aussi. Ça, c'était avant, mais autour de minuit, il sort de l'aéroport sans avertir personne et vous avez des centaines et des centaines de personnes qui commencent à se regrouper, des centaines et centaines de Brésiliens. Et ça, c'est en vidéo, on le voit à chaque fois dans toutes les régions où il se déplace, alors que Lula, au contraire, est insulté. Arrive pas à réunir 3 personnes, un peu comme Macron, si vous voulez. Il est insulté à chaque fois. Ici, les Brésiliens disent Lula, ladrão, celular est en prison. Ça veut dire Lula, voleur, ta place est en prison. Donc, c'est des chansons aussi qui sont inventées. Le peuple est de plus en plus au courant et on a eu aussi ces élections truquées comme comme aux États-Unis aussi. Donc, de part, non seulement le tribunal supérieur électoral qui est dirigé par des ministres qui ont été nommés par le parti de Lula, mais aussi au niveau du vote électronique. Donc, moi, j'ai fait une vidéo avec Radio-Québec expliquant ces votes électroniques et des hackers aussi qui ont été dans le système. Bolsonaro lui-même, quand il a été élu quand il a été élu, Bolsonaro lui-même a dit il faut mener une enquête dans ce vote électronique, alors que lui-même a été élu. Mais la police fédérale a laissé cette enquête de côté. Ils ont fait traîner l'affaire et ils n'ont toujours pas expliqué pourquoi un hacker était avec un identifiant d'un des ministres du tribunal supérieur électoral. Donc il y a plein de points très étranges. Le fait aussi que l'armée a expliqué en 100 points qu'il y aurait 100 points d'amélioration à faire, mais rien n'a été fait, rien n'a été amélioré. Et le Brésil n'a pas de vote papier, a simplement ce vote électronique où on clique, on ne sait pas qui va compter, c'est fait dans une chambre noire par ce ministre du tribunal supérieur électoral qui a été nommé par Lula. Et on a au niveau algorithmique aussi une différence, vous savez, qui a été prouvée comme lors de l'élection de Trump, à un moment où c'est complètement linéaire, si vous voulez, où ça reflète pas la réalité au niveau algorithmique. Où normalement ça c'est un petit peu aléatoire, bah non, c'est vraiment linéaire, donc il y a vraiment des choses de bizarres qui ont été prouvées. Mais en France aussi, avec l'élection de Fillon, on a plein de points bizarres et les gens aujourd'hui sont plus attentifs à ça. Donc voilà, mais Lula n'est pas du tout populaire ici au Brésil. Et justement, quand il sort dans les rues, les gens disent, mais où sont ces électeurs? Où sont les gens qui ont voté pour lui? Ben non, on peut pas mettre dans les rues les machines électroniques qui ont voté pour lui. Comme pour Biden aux États-Unis, on peut pas mettre les courriers frauduleux qui ont été mis dans les enveloppes lorsqu'il se déplace dans des manifestations. Donc il y a peu de personnes. Mais les médias mainstream continuent à vous vendre cette inversion en disant que Bolsonaro fait du populisme, ce qui est ridicule et qui pourrait être analysé aussi. Mais ils sont dans l'inversion comme d'habitude, voilà. En tout cas, on verra donc en 2026 si ce sera le grand retour de Bolsonaro. Bah, On merci le beaucoup. souhaite parce que, comme expliqué, oui, celui qui dirige le tribunal supérieur électoral va changer et donc celui qui a été nommé par Bolsonaro
va diriger. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, il n'y a pas de raison. Ce qui est plutôt bizarre, c'est de se demander pourquoi Lula, qui est corrompu, qui a été envoyé en prison, a été sorti de prison pour être mis à la présidence. C'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Alors que Bolsonaro a aucun cas de corruption et les médias vous vendent des narratives comme celle d'avoir importuné une baleine qui sont totalement risibles. Merci en tout cas Antoine Bachelin-Sénat d'avoir partagé votre point de vue. Je vous remercie pour votre analyse. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir.